Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Ce 9e épisode constitue la deuxième partie de notre entretien avec Amadou Thiam sur les enjeux du développement de l'habitat en Afrique, cas du Sénégal. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire, car nous y avons abordé le cadre institutionnel et organisationnel du développement de l'habitat, les enjeux majeurs du secteur de l'immobilier, mais également les problèmes de sécurité dans la construction au Sénégal. Cette deuxième partie est dédiée au programme des 100 000 logements et nous y apportons des réponses aux questions clés suivantes. Comment le programme des 100 000 logements est-il structuré? Dans quelle mesure ce programme est-il inclusif dans sa structuration? Quel est l'état d'avancement du programme? Quels sont les impacts sociaux attendus de ce programme? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l'habitat du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique au Sénégal. Amadou est ingénieur de conception en génie civil de l'École polytechnique de Thiès. Il est également titulaire d'un master 3e cycle en mécanique des sols de l'École nationale des ponts et chaussées. Avant son poste actuel, il a été le coordonnateur du pôle de suivi des projets et réformes du plan Sénégal émergent et directeur technique de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État où il a aidé à structurer et développer les projets des sphères ministérielles et la Maison des Nations Unies à Diamniadio. Bonjour Amadou. Bonjour Mamoudou. Les problèmes, on aime bien en parler, mais également il faut parler des solutions, ce qui se fait. En Afrique, on a tendance à se concentrer seulement sur les problèmes. Moi, j'aime bien, au-delà des problèmes aussi, qu'on parle de qu'est-ce qui est en train d'être fait, quelles sont les solutions qu'on trouve. Et je pense que le Sénégal a lancé, en tout cas, un projet, un grand projet. Je pense que ces dernières 50 années, depuis l'indépendance, si on veut, c'est l'un des plus grands projets, en tout cas de logement, qui a été lancé. J'aimerais bien que vous nous parliez de ce projet des 100 000 logements dont on voit beaucoup de communication aujourd'hui dans les médias. Effectivement, le Sénégal a identifié ce défi. Moi, je préfère parler de défi que de problème. Parce que je pense qu'en ayant identifié ces défis-là, très facilement, les politiques peuvent identifier aussi les problèmes et les solutions qu'on doit mettre en œuvre ensemble. À ce titre, le Sénégal a d'abord regardé qu'on avait une croissance urbaine fulgurante qui a comme principale conséquence la création de bidonvilles avec tous les attributs qui vont avec cette précarité, vulnérabilité aux inondations, avec les changements climatiques que nous avons, recrudescence des incendies, des épidémies, des effondrements, absence de services urbains de base, etc. Et considérant par ailleurs l'importance d'une urbanisation saine dans nos économies, comme en atteste le McKinsey Institute dans son étude Lions on the Move 2, le Sénégal a décidé de mettre en place un programme dénommé Zéro bidonville, articulé autour de 2 grands principes. Le premier, c'est qu'il faut éradiquer les bidonvilles qui existent. Et le deuxième, c'est la production massive de logements dans des cadres de vie adéquats afin d'anticiper l'installation des populations dans certaines conditions. Et exactement, c'est ce deuxième plan-là que prend en charge le projet des 100 000 logements. Ce projet vise à produire massivement des pro-logements, certes, mais surtout, il compte changer le paradigme du secteur en le dotant d'outils nécessaires à la réalisation, dans les règles de l'art, des bouts de ville qui seront construits à des coûts moindres pour le promoteur et donc pour l'acquéreur in fine. Donc, en résumé, ce projet-là, l'ensemble des défis que j'ai notés ce matin vont être solutionnés. Donc, j'ai parlé d'abord du foncier. Et au niveau du foncier, il y a 2 grands défis. Il y avait l'enjeu de la prise de possession de ces fonciers-là. Donc, pour cela, l'État, en collaboration avec l'administration territoriale, avec les collectivités territoriales et les populations, a décidé d'avoir une stratégie de pôle urbain. L'un des pôles urbains qui sera très utilisé, qui sera d'ailleurs le fer de lance du projet des 100 000 logements, est le pôle de Daga-Kholpa, sur près de 3 000 hectares,
ensemble, nous allons construire une ville qui va permettre aux populations existantes et à tous les Sénégalais d'avoir ce dont ils ont besoin en termes de services urbains. Le projet aussi, grâce au projet, nous avons mis en place un système de guichet unique. Ce guichet unique-là va régler la question du red tape dont je parlais tout à l'heure, à savoir les procédures administratives qui parfois peuvent prendre du temps, décourager ou même obérer l'opérationnalisation ou bien la rentabilité des projets. Donc ce guichet unique-là aussi a été mis en place grâce au projet et il pourra être mis à l'échelle. Ensuite, il y avait la question des aménagements. Aujourd'hui, très souvent, à Dakar, nous voyons des cités qui présentent, d'un point de vue bâtimentaire, un très bel aspect. Par contre, les routes ne sont pas terminées. On a des problèmes d'assainissement, on a des problèmes d'adduction en eau, etc. Donc, l'État, à travers ce projet, a décidé de mettre en place un aménageur public qui est la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, qui a pour rôle de réaliser l'ensemble des VRD du projet. Donc, non pas seulement à l'échelle des aménagements primaires. Le président de la République, après les inondations de l'année dernière, a donné instruction au ministère et donc à la SAFRU de réaliser les VRD jusqu'au niveau tertiaire, c'est-à-dire jusqu'à la parcelle. Dès que la personne sort de chez elle, elle aura du pavage, du goudron, pour parler tout simplement, avec l'eau, l'électricité, l'ensemble des commodités dont ils ont besoin. Ensuite, avec ce projet, nous avons mis en place un système d'accompagnement des promoteurs. Parce que, comme je disais, la troisième chose en termes de défi, c'était l'accompagnement des promoteurs pour booster la production. Et donc, le premier acte, après le foncier gratuit, les aménagements mis à disposition gratuitement, nous avons aussi mis un système de renonciation fiscale et douanière, ce qui permet de réduire totalement la charge au niveau du promoteur pour qu'il ne l'impacte pas au niveau de l'acquéreur. Et ensuite, en dernier, on a mis en place un système de garantie pour solvabiliser les populations. Il faut rappeler une chose, ce système qui est créé, le Fonds pour l'habitat social, vise principalement les Sénégalais ayant des revenus irréguliers et la diaspora. Elle a été baquée autour d'une taxe parafiscale de 2 000 francs sur la tonne de ciment et permettra de gérer l'ensemble de cette demande-là qui n'est pas prise en compte par le système classique. Comme je disais tout à l'heure, le commerçant qui gagne correctement sa vie, qui peut payer un 150 000 ou bien 100 000 francs par mois, mais qui n'arrive pas à avoir un crédit hypothécaire, grâce à ce système de FHS, nous pourrons permettre de solvabiliser cette personne-là et donc de permettre aux promoteurs de continuer à faire tourner sa machine de production parce que dès qu'elle produit, elle peut vendre. L'ADN aussi de ce projet-là, c'est de produire 50% de logements sociaux, F3, avec 20% de logements économiques et 30% de logements de standing. Pourquoi faire 50%, 20%, 30%? C'est pour créer cette notion de vivre ensemble, de mixité fonctionnelle, mais aussi permettre, avec les 30%, de faire un système de péréquation pour que le promoteur puisse avoir des marges plus intéressantes, étant entendu qu'on sait qu'au niveau du standing, les marges sont bien meilleures. Les prix de vente sont plafonnés pour le segment social et économique. On est à 12 millions pour le social et 15 millions pour l'économique environ. Et c'est l'État qui accompagne les acquéreurs via une commission avec un processus rigoureux qui permet de vérifier les critères d'éligibilité. Il faut être sénégalais, avoir des revenus maximum de 450 000 francs CFA par mois, etc. Des critères de solvabilité, parce qu'il faut le rappeler, ce projet n'est pas une commande publique. Les personnes doivent être en mesure de rembourser les prêts, mais aussi des critères sociaux
l'exemple qu'on donne souvent, c'est qu'on a une discrimination positive envers les acquéreurs qui vivent avec un handicap ou qui ont un membre de leur famille vivant avec un handicap pour être en adéquation avec la loi d'orientation sociale qui a été validée au Sénégal. Merci Amadou, j'entends beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui essaient de régler en tout cas des problèmes qu'on a identifiés tout à l'heure, le problème du foncier, que l'État essaie en tout cas d'apporter pour essayer de faciliter aux acquéreurs, aussi bien privés que publics, mais également une question de facilité fiscale, mais surtout la solvabilité qui est un enjeu majeur. Donc je pense que ce fonds va beaucoup aider les gens aujourd'hui effectivement à passer outre ces problèmes d'accès au crédit. Et le dernier élément que j'aime bien, c'est cette tendance à inverser en tout cas l'offre où aujourd'hui on a 50% de logements sociaux. Donc on essaie de donner ça à des gens effectivement qui sont majoritaires, qui n'ont pas forcément les revenus pour payer des logements beaucoup plus importants. Et aussi la cible des gens qui ont un maximum de revenus de 450 000 francs CFA. Donc on essaie effectivement de cibler vraiment les gens qui ont des revenus beaucoup plus faibles. Mais on sait que aussi, même les gens qui ont un revenu de plus que ça, de 450 000 francs CFA, ont des difficultés à accéder au logement. Aujourd'hui, pour ces gens-là, comment le programme les intègre quelque part pour les accompagner aussi dans l'acquisition de logements? Là, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le programme, dans sa partie 30%, va permettre aux moyens standing de se développer. Parce que les promoteurs immobiliers n'ont pas délaissé tout seuls les produits de 50 millions, de 45 millions. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, le promoteur immobilier, si c'est lui qui fait toute la chaîne, a tendance à mettre sur le marché des produits de 140 millions. Parce que sans notre projet, les statistiques nous montrent qu'il est plus simple de vendre un logement de 150 millions à Dakar que de vendre un logement de 10 millions. Avec ce projet-là, nous avons essayé d'inverser ce système. En inversant, nous avons aussi permis à 30% du produit, de la production, d'atteindre les cibles moyen standing et haut standing. Donc, les Sénégalais qui aujourd'hui ont un salaire, par exemple, d'1 million, qui pensent qu'ils ne sont pas pris en charge par le projet, peuvent être intégrés dans ces 30%-là parce qu'on leur donne du foncier gratuit, on assure que l'aménagement est fait, on s'assure via l'IGB aussi que les logements sont construits correctement pour s'assurer de leur qualité et on accompagne vraiment la réalisation de ces produits-là. Donc, avec ce projet-là, nous accompagnons aussi les autres maillons de la chaîne parce qu'effectivement, sinon, on peut avoir un phénomène pernicieux de dumping. On connaît d'autres projets dans d'autres pays où c'est arrivé. Si toutefois nous n'adressons pas ceux qui peuvent acheter des maisons de 30 millions, ils peuvent être tentés de trouver des voies et moyens pour venir acheter les maisons de 15 millions et après nous créer un autre déséquilibre. Donc c'est pour ça que c'est dans ces 30 millions, il ne s'agit pas de faire des maisons de 100 millions. Le promoteur, en fonction de la localisation du projet, essaiera de faire l'ensemble des autres gammes intermédiaires. Intéressant. Je vais essayer également toujours de continuer dans ce projet-là avec des principales questions. Quel est aujourd'hui l'état d'avancement du projet d'abord? Où est-ce qu'on en est? Et en même temps, si vous pouvez également aborder les impacts. On sait aujourd'hui que la construction est une grande opportunité économique, surtout en termes de création de logements. Quels sont les impacts attendus de ce projet-là? Alors, effectivement, le projet a été lancé et qui parle de grands projets parle de grandes réformes. Donc, comme je vous ai dit, on avait en face de nous des défis qui étaient énormes. Et par rapport à ces défis-là, il a fallu formuler et mettre en place un dispositif institutionnel apte à pouvoir soulever et passer outre ces défis-là. Donc, c'est pour cela que nous avons
intégrer et créer ce guichet unique-là qui va régler la question foncière. Nous avons opérationnalisé le pôle urbain de Daga-Kholpa. Donc, l'ensemble des documents aujourd'hui techniques sont formulés, mis à disposition grâce à la Banque mondiale, entre autres, qui croit au projet, qui est encore une preuve que le projet est d'intérêt national. Nous avons aussi à côté, sur la question de l'aménagement, il a fallu créer la SAFRU, parce que c'était un vide institutionnel. Donc le président Sall a mis en place cette SAFRU-là. Il a fallu l'opérationnaliser, donc tout le nécessaire est fait. Aujourd'hui, la SAFRU est totalement opérationnelle et j'y reviendrai tout à l'heure sur les sites sur lesquels ils sont déjà en train de travailler. Nous avons aussi le fonds pour l'habitat social, qui est le fonds de garantie, parce que si toutefois nous boostons la production, si les gens produisent et qu'il n'y a personne pour acheter, ça ne servira aussi pas à grand-chose. Donc le fonds pour l'habitat social est aujourd'hui opérationnel, à même par des artifices d'ingénierie financière, à lever sur la taxe parafiscale qu'elle reçoit un financement de 50 milliards qu'elle a déjà pu obtenir auprès d'une banque locale, qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment apte à accélérer maintenant la cadence. Maintenant, concrètement, nous sommes aujourd'hui engagés sur 4 sites. Nous sommes aujourd'hui sur un projet à Bambilor, nous sommes sur un projet à Kébémer, nous avons un site ouvert à Fatick, un site ouvert à Kaolack et d'autres conventions qui sont signées. Et aussi, nous sommes en train de nous ouvrir à l'international parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'expertise, elle est internationale. Il ne faudrait pas seulement regarder sur nos champions nationaux. Il faut aussi permettre à l'international de venir compétir, de venir participer à notre fourmillement économique. Maintenant, en termes d'impact, l'impact premier est de permettre à un très grand nombre de nos concitoyens d'avoir un toit. Et dans ce processus, faire une démonstration de la notion d'équité dans les politiques publiques. Donc, c'est pourquoi je donne l'exemple de Kébémer. Aujourd'hui, les acquéreurs de Kébémer vont avoir le même niveau, on va dire, d'aménagement, d'assainissement que celui qui sont aujourd'hui ici dans les SICAP Amitié. De surcroît, afin de favoriser l'accès à la propriété pour les femmes, des mesures incitatives sont prises dans le dispositif de garantie en faveur des femmes. Il faut savoir que le FHS, c'est payer les services du FONGIP, qui est un organe, on va dire, un instrument de garantie très performant du Sénégal, qui aujourd'hui, avec les banques, a une relation privilégiée et nous avons fait en sorte que les femmes puissent, après qu'elles soient jugées solvables, bien sûr, qu'elles puissent avoir des incitations au niveau bancaire pour pouvoir inverser cette courbe-là, parce que aussi, lorsqu'on sait que très très peu de femmes sont propriétaires terriens au Sénégal, nous avons aussi en filigrane cet objectif-là. Ce projet aussi permettra de baisser sensiblement les loyers dans les grands centres urbains en augmentant l'offre. Bon, donc c'est un principe économique simple. Aujourd'hui, les loyers sont élevés parce que l'offre, elle est totalement déséquilibrée par rapport à la demande. Donc, le fait de booster, de multiplier par 4 la production de logements au Sénégal permettra aussi mécaniquement de baisser l'offre, étant entendu que aussi nous avons de plus en plus de routes qui nous permettent aujourd'hui de quitter des zones qui avant étaient peut-être plus difficiles d'accès. Maintenant, un accès à un logement décent au plus grand nombre de personnes à revenus modestes, c'est vraiment ça l'ADN de ce projet-là. Et donc, quand je parle de logement décent, de manière générale, je parle aussi de tout ce que l'État fera pour rendre ces zones moins vulnérables au choc introduit par le changement climatique, qui est une dimension qui va de plus en plus impacter le système. D'abord, j'aimerais bien saluer cet élément qui est très important, cet élément d'équité territoriale, que ce projet n'est pas seulement pour les Dakarois, il est pour tous les Sénégalais. Il va aller dans les régions
et il va apporter donc une solution à toute la population. Ça, c'est très important en termes d'équité territoriale. Mais juste peut-être quelques éléments que j'aimerais bien avoir des précisions. Aujourd'hui, quand ce projet-là sera réalisé, combien d'emplois on pourrait s'attendre à ce qu'il crée en phase de construction, par exemple? Et au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, on a un chiffre sur le nombre de logements qui a été créé ou qu'on viserait à créer d'ici quelques années? Effectivement, l'objectif est clair. On vise à produire 100 000 logements. Maintenant, comme j'ai dit, il a fallu mettre à niveau, on va dire, notre dispositif d'intervention. Actuellement, nous sommes à moins de 1000 logements qui sont en cours de construction, dont une partie est déjà terminée. Les questions d'aménagement doivent malheureusement précéder les questions de logement, si toutefois nous voulons faire les choses correctement. C'est pourquoi très souvent nous recevons la remarque de où est-ce que vous en êtes sur les logements. Il faut, pour faire les choses correctement, pour que cela ne soit pas après des cités sujets à des inondations, il fallait faire les choses correctement, à savoir faire les aménagements correctement, démarrer les logements et préparer les acquéreurs qui vont venir acheter. Certainement, ce projet-là permettra aussi de générer énormément d'emplois. Nous avons, avec les chiffres de la direction de la prévision des études économiques du ministère de l'économie, les chiffres avancés sont autour de 624 000 emplois. Donc, vraiment, c'est un secteur qui, lorsqu'elle sera en phase de croisière, un vivier énorme d'emplois. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes en train d'anticiper sur les questions de formation pour permettre à nos jeunes Sénégalais, à nos compatriotes, à nos petits frères de pouvoir capter cette opportunité d'emploi. 624 000 emplois dans un pays où effectivement l'emploi est un enjeu majeur, c'est clairement un grand impact. Et j'entends effectivement qu'on est pour l'instant à un peu moins de 1000 logements et je comprends très bien les enjeux qui se présentent et qu'il faudra faire face avec, mais ça reste un projet ambitieux, il faut le saluer. Ceci met fin à la deuxième partie de cet épisode. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la 3e et dernière partie, toujours avec notre invité Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l'habitat. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.